La première fois que je suis venu dans la réserve naturelle nationale de Coussot, située dans le Médoc, c'était à la belle saison. L'étang, avec ses reflets, sa quiétude m'avait immédiatement séduit, mais autour, tout était sec. Je tenais donc absolument à revenir en hiver quand le marais est en eau et accueille un incroyable oiseau migrateur, la grue cendrée. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Cyril Forchelet que je vous emmène à la découverte de cet animal qui fascine. Nous en profiterons pour revenir en vallée d'Ossau, dans la réserve naturelle nationale des Vautours, l'occasion de vivre un moment rare, le bagage de celui que l'on surnomme le voilier des Pyrénées. Puis le temps d'un détour, en Médoc, nous irons à la rencontre d'un ostréiculteur qui, en donnant une fonction économique à ces marais, permet la subsistance de ces zones humides indispensables à la biodiversité. Située à 3 km de l'océan, entre le lac de Carcan-Ourtin et celui de Lacanau, la réserve naturelle nationale de Coussot a été créée en 1976. Objectif, préserver ces espaces pour donner un peu de répit à la nature mise à mal par les activités humaines. Il y a un sentier qui fait un peu plus de 7 km depuis le parking, donc qui est accessible aux visiteurs tout au long de l'année. Et donc on a une petite boucle avec 3 observatoires principaux qui permettent d'avoir une vue sur les différents paysages de la réserve. Et surtout, les agents de la réserve sont présents tous les week-ends à la rencontre du public pour donner des informations, observer la faune et la flore. Et ça tombe bien parce que c'est le week-end. Exactement, ça tombe bien. Allez, je t'accompagne. L'hiver est une période très particulière pour la réserve qui accueille des milliers de grues cendrées. Pour Cyril, conseiller scientifique, c'est l'occasion de faire partager au grand public sa passion pour cet animal. Joli poste d'observation, dis donc. Ouais, effectivement, là on va avoir une belle vue. Bonjour. Bonjour. Donc là, normalement, il y a des grues. Parce que moi, j'en vois pas. Normalement, effectivement. Alors là, il est encore un peu tôt. Elles sont encore en train de manger. Elles sont sur les champs de maïs, donc on appelle les zones de gagnage. Et donc elles vont arriver au dortoir. On va les voir arriver vraiment juste en face de nous. Elles devraient se poser, se répartir dans le marais au dortoir. Toujours de la patience, hein, de toute façon, pour l'observation. Exactement. Pour la nature ou pour les grues, en général, il faut toujours s'armer de patience. Ouais. La grue cendrée est l'un des plus grands oiseaux migrateurs d'Europe. 2 fois par an, c'est par dizaines de milliers qu'elle se lance dans un incroyable voyage. Au printemps, elle remonte vers le nord de l'Europe afin de se reproduire. Et dès l'automne, elles refont le chemin inverse vers l'Espagne, le Portugal. Le sud-ouest de la France a longtemps été seulement une zone de passage, mais depuis une dizaine d'années, les grues s'arrêtent ici pour passer l'hiver. Est-ce qu'on sait, Cyril, comment la grue fait pour se repérer et faire ces voyages incroyables? Globalement, on sait qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en compte pour les oiseaux pour se repérer, notamment des éléments du paysage. On sait aussi que le champ magnétique terrestre va jouer un rôle. Les astres, les étoiles vont jouer un rôle aussi. Alors les grues volent souvent de jour, elles peuvent voler de nuit aussi. Alors il y a ces fameux vols en V, j'imagine que cette organisation, voilà, elle est là pour quelque chose. Ouais, effectivement, c'est de l'aérodynamisme en fait. Ça leur permet de fendre l'air, entre guillemets, plus facilement pour la migration. Et donc l'individu de tête va se fatiguer plus facilement, mais du coup il va être remplacé en fait par un petit copain qui est derrière et qui va prendre la tête. Et du coup, ils vont moins se fatiguer pendant la migration, puisqu'ils peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres en une journée. Souvent, avant de la voir, la grue, on l'entend avec ce cri si particulier. Ouais. Lui aussi, il a une fonction? Il y a ce cri particulier qui donne le nom de la grue d'ailleurs, parce que c'est le cri, ça fait une sorte de grou. Ah ouais. Donc c'est là d'où vient le nom. En fait, on a le nom grue dans plusieurs pays. C'est des moyens de communication qui leur permettent sûrement de se repérer ou en tout cas de maintenir contact avec leurs congénères.
Là, en ce moment, quand toutes les grues reviennent, vous en avez à peu près combien dans la réserve de Cousteau? Là, au dernier comptage, on a battu notre record parce qu'on en a eu un peu plus de 12 000. C'était 11 000 l'an dernier. Donc, tous les ans, ça augmente un petit peu plus, là, depuis le début des années 2000. Ça fait plaisir, non, j'imagine? Le premier retour, ça fait extrêmement plaisir, c'est très beau à voir. Et puis, on sait aussi que les actions de gestion qui sont entreprises par l'équipe de la réserve, elles portent leurs fruits. Ah, c'est bien. Donc, c'est super chouette. Ouais. C'est sur la rive droite du Gave d'Ossau, en Béarn, que se trouve la réserve naturelle nationale des vautours d'Ast-Béon, la plus grande colonie de toutes les Pyrénées. Créée en 1974 à l'initiative d'associations de protection de la nature, ce sanctuaire est géré par le Parc national des Pyrénées. C'est en compagnie d'une équipe menée par Didier Perrusquet, référent rapace au parc, que je me dirige vers une zone où la présence humaine est d'habitude totalement interdite. Quel est l'objectif de la sortie aujourd'hui, Didier? C'est jour de fête, on s'approche de la réserve naturelle d'Ossau pour baguer des poussins de vautours fauves. Pourquoi ces falaises sont si recherchées par ces grands oiseaux? C'est parce que le garde-manger est tout autour. C'est-à-dire qu'il y a des troupeaux domestiques. On est dans la vallée d'Ossau, dans le Béarn, Pays Basque, et 60% du troupeau domestique est ici. Donc s'il y a de la mortalité, les charognes elles sont accessibles aux vautours et c'est au plus près des hommes, au plus près des bergers. Le vautour est à côté des hommes. Et c'est aussi l'endroit propice, puisque c'est un oiseau rupestre, il vit dans les falaises. On a de magnifiques falaises, tu vas voir. Et on a surtout, pour clôturer le tout, pour chapeauter vraiment, on a des bons courants aériens qui viennent porter ces grands voiliers de la manière la plus aisée. Il faut qu'ils se déplacent en quête de nourriture et ils le font même pour le plaisir. Alors là, l'équipe, on est tous formés cordistes. Il faut une formation particulière pour être habilité à faire des travaux sur corde. Et surtout, savoir utiliser tout ce matériel-là. Parce qu'il y en a pas mal. Ah oui, effectivement. Franck, préparation minutieuse, hein? Parce Préparation que l'air de minutieuse. rien, c'est quand même, vous partez dans le vide, là. On part, oui, plein gaz, là. Ouais, c'est un chouette moment parce que il y a des efforts, il faut porter des sacs lourds, on est dans du terrain qui n'est pas facile, il y a vraiment un effort physique un peu tonique. Et puis après des moments très forts quand on arrive sur l'oiseau. Donc là, le poussin, il a pile l'âge qu'il faut. C'est vrai que vous dites poussin. On dit poussin, ouais. Eh ouais, même s'il est balèze, le poussin, on a l'impression de voir le bébé de la poule, c'est une grosse boule, quoi. On a des bébés qui sont entre 6 et 7 kilos. Ah quoi. ouais, beau poussin, quoi. Beau belle bête. poussin, voilà. Oui, Franck, Germain, c'est Didier, en haut. Vous voyez quelque chose? Où c'est que vous en êtes? On va démarrer là depuis la tête verticale, on descend sur la terrasse. Ok, ça se passe bien. Oui, tout va bien. Je vais le contourner un peu par le côté vallée, histoire qu'ils ne prennent pas peur. Tchoc, tchoc, tchoc. Tchoc, 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 tchoc. Tiens. Tchoc, 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 tchoc. Le numéro Ça, 18, Y, 37, 24. B. Ouais. Piou, piou. DC.
CS, super. Ça, c'est l'âge idéal pour baguer. L'oiseau, il est solide, il est gaillard. Il n'est pas trop inquiet. Par contre, le jour où c'est un tonique, c'est du sport. C'est plus sportif et C'est il du sport. risque de vouloir s'échapper. Oui. Voilà, mais là, on est tombé sur un brave gars, gentil comme tout. Depuis maintenant une trentaine d'années qu'on bague les oiseaux, on sait leur taux de survie, leur temps de survie adulte, leur temps de survie jeune, et on sait leur déplacement, on sait jusqu'où ils vont pour se nourrir, jusqu'où ils vont pour se déplacer avant de se reproduire. Donc c'est un petit peu le traceur ancien, parce que maintenant avec les balises, on a d'autres informations. Cette réserve naturelle dans la vallée d'Ossau, elle a une importance parce que ces vautours, ils auraient pu disparaître. Mais la réserve naturelle en vallée d'Ossau, c'est l'aboutissement de plusieurs années de lutte pour préserver cette espèce, là où elle a failli s'éteindre pour tout de bon en France. C'était la dernière population relique de vautours en France. C'est quand même, j'imagine, un motif de fierté pour toi et tes équipes de se dire que c'est un sanctuaire qui a eu une vraie utilité. Alors c'est un motif de fierté, puis une responsabilité, parce que nous ne sommes que le petit maillon d'une chaîne qu'on espère voir se poursuivre dans le temps. Mais il va falloir aussi maintenir cette vigilance et ce patrimoine tel qu'il est. Si les vautours ont été sauvés de la disparition, c'est grâce à tous les acteurs de la vallée d'Ossau. En partenariat avec les communes et les éleveurs, le parc national a par exemple mis en place des sites d'équarrissage naturel. Les bergers viennent y déposer leurs bêtes mortes de maladie ou de vieillesse. Si jamais l'éleveur n'amenait pas la bête ici, qu'est-ce qu'il devrait faire? Eh bien, c'est le fameux équarrissage industriel, officiel des années 1960, c'est là où il est apparu, qui va coûter du gasoil, qui va coûter de l'énergie, qui rend un très bon service, mais dans des endroits où il n'y a pas de vautours. Là où il y a des vautours, le vautour est quand même beaucoup plus efficace. On peut dire qu'économiquement, c'est intéressant? Mais économiquement, on avance le chiffre d'1 million d'euros d'économies produites par ce service écosystémique. Il faut préciser quand même que ce vautour, qu'on surnomme parfois l'éboueur des airs, il a une vraie mission dans ces montagnes. Eh bien, il a une vraie mission de purificateur, c'est-à-dire quand il y a des maladies qui surviennent sur une ou autre bête, lui, en nettoyant, en consommant ces bêtes très rapidement, il va éviter la propagation, la contamination. Donc il stoppe net. C'est un cul-de-sac épidémiologique. Tu vois, tout va s'arrêter net dans son jabot. Il faut reconnaître que lorsqu'ils sont au sol, en train de manger, c'est pas le plus glamour des oiseaux, mais en revanche, dans le ciel, c'est un seigneur, le vautour. C'est un seigneur, c'est le seigneur des airs. Tu vois, de tous les grands rapaces que nous avons ici, c'est vraiment le planeur par excellence. Il glisse dans les airs. Je sais pas si je vais utiliser le bon terme, mais j'ai l'impression que tu as beaucoup d'affection pour ces oiseaux. C'est une vieille connaissance, cet oiseau, tu vois. Il était là avant moi. Moi, je suis arrivé, je l'ai rencontré quand j'étais berger en montagne. Je me suis pris d'affection. Et puis, finalement, j'ai travaillé un petit peu pour lui, avec lui. Et c'est notre porte, c'est ma porte d'entrée dans la conservation de la nature et dans la nature. Tu vois, c'est la fenêtre que tu ouvres sur un monde merveilleux qui n'est pas forcément le monde sauvage qu'on veut laisser à l'extérieur. Tu l'ouvres pour qu'il vienne vers toi, comme là. Retour dans la réserve de Coussot. Ce petit confetti de 900 hectares au milieu d'un océan de pins est en fait une relique de ce qu'a été le Médoc durant des siècles. Cette réserve, elle a été créée en 1976. Et l'un de vos défis, c'est en fait de la faire fonctionner naturellement, alors que les conditions autour ne sont plus les mêmes. Comment on s'y prend concrètement
Un des premiers défis, ça a été de reconnecter cette zone humide au marais, notamment au canal des marais que tout à l'heure on a longé en arrivant ici. Ça veut dire quoi? Recreuser des canaux, Exactement. gérer les écluses? Recreuser des canaux, recréer des écluses, recréer aussi des passes à poissons. Et puis ensuite aussi, il a fallu entre guillemets entretenir tout ce marais parce que encore aujourd'hui, même si ça reste une réserve naturelle, s'il n'y a pas l'intervention entre guillemets de l'homme, c'est un milieu qui va tendance à se fermer. Et donc une des étapes importantes aussi dans le fonctionnement de la réserve, ça a été l'apparition des vaches marines, qui est une race rustique de vaches qu'on a réintroduite sur la réserve dans les années 90. Elles font ce que faisaient les moutons avant, en fait. Exactement, elles font ce que font les moutons avant. Elles font ce qu'on devrait faire avec des engins agricoles si on n'avait pas les vaches ici. Et puis surtout, elles ont permis le retour d'une biodiversité particulière. Ça a été important vraiment pour le fonctionnement du marais et pour la biodiversité et le vivant sur la réserve. C'est une belle ambiance, hein, quand même. C'est très particulier. Là, c'est vraiment chouette. On est vraiment dans le paysage typique du marais. On voit avec ces nappes d'eau là, qui sont temporaires, qui sont bien inondées pour l'hiver. Hormis le bruit du vent, des animaux, on n'a pas grand-chose. Et notre mission aussi, c'est d'assurer la quiétude de la réserve pour que effectivement, la faune puisse s'y sentir en sécurité. Ouais. C'est quoi d'ailleurs le chiffre de disparition de ces endroits-là? Effectivement, il y a plus de la moitié des zones humides qui ont disparu en France au cours du siècle dernier. On estime qu'il y a un peu plus d'un quart de la biodiversité qu'on trouve en France, donc du monde végétal et animal, qui est présente dans les zones humides. Donc si on n'a plus ces zones humides, il y a à peu près un quart de la faune et de la flore qui disparaît. Donc c'est vraiment des milieux hyper importants. Ces zones humides, elles ont aussi un rôle d'éponge, donc c'est-à-dire qu'elles vont absorber l'eau là en hiver quand il pleut. Elles vont pouvoir le restituer beaucoup plus lentement. Ça va permettre d'alimenter les nappes, éviter qu'il y ait des inondations. On a aussi un rôle d'épuration de l'eau ici. On a plus de 400 hectares de marais qui vont épurer l'eau. Typiquement, là où on est, c'est l'endroit où les grues peuvent venir se poser. Hein. Un des besoins importants des grues quand elles viennent au dortoir, c'est d'avoir les pieds dans l'eau pour se sentir en sécurité vis-à-vis des prédateurs. Donc elles vont se regrouper entre elles. Donc généralement, elles sont au dortoir assez serrées, elles sont vraiment très grégaires en groupe. Et donc là, typiquement, c'est le milieu où elles vont pouvoir venir se poser, où elles vont s'y sentir bien. Ouais. Les zones humides ont un rôle essentiel à jouer pour résister aux effets du dérèglement climatique et à la chute de la biodiversité. Mais pour faire vivre ces marais, il faut aussi leur redonner une fonction économique. C'est ce que fait Bertrand dans sa ferme aquacole, où il produit des huîtres. Salut Bertrand. Bonjour. En plein travail. Ah, toujours un petit peu, oui, il fait bon. Il y a un petit peu de fond quand même, je peux pas te rejoindre comme ça. Non, t'as des waders, ça, juste à côté. Hop. Allez, attention à ta descendre. Ouais. Bon, toi, t'as l'habitude de te déplacer Oui. dans ce milieu. Bon, on arrive à se casser la figure régulièrement. Je dois te dire, je suis un peu surpris quand même de voir tous ces radeaux que tu as ici dans ce bassin, avec donc des huîtres dessus. C'est une méthode récente, ancienne? Alors, c'est récent dans le sens où c'est un mélange de techniques qu'on a adapté pour en faire un outil, je dirais, qui est conforme un petit peu à l'utilisation du marais pour ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire des huîtres qui sont affinées, donc qui vont manger en surface un phytoplancton de qualité, tout en étant tout le temps dans l'eau, et tout leur rejet tombe au fond. Donc elles ne baignent pas dans leurs déchets, dans leurs fesses, quoi. Des huîtres produites dans le Médoc, ça peut surprendre, et pourtant ça ne devrait pas. Exactement. Quand on remonte pas si loin que ça, après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 70, il y a 2 à 3 000 Médocains qui vivent directement de l'huître qui vient de l'estuaire. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une continuité sans être la même chose, puisque on pêchait les huîtres dans l'estuaire. Aujourd'hui, on fait de l'affinage en marais, un peu comme les Charentais. Mais pourquoi la production d'huîtres s'était arrêtée dans le Médoc? Alors on a, en 1970, on a la création du môle pétrolier au Verdon, l'extension du port de Bordeaux. Et donc on dit aux Médocains, écoutez, on arrête l'activité ostréicole, vous serez dockers. Et voilà. Et puis 73, 76 arrive, on a les chocs pétroliers et le port finalement n'a pas le développement escompté. Et des terrains comme là où on est aujourd'hui avaient été acquis par le port pour faire une zone industrielle qui allait du Verdon jusqu'à Pauillac. Carrément. Voilà un peu l'histoire, comme elle peut des fois se prendre les pinceaux. Mais effectivement, on passe d'une zone qui était potentiellement industrielle à finalement un territoire qui est en devenir, qui peut permettre aussi une résilience aussi. Ça démontre qu'un marais, ça a aussi une valeur économique par ton activité.
Ah bah c'est même l'essence même du marais au départ. La grande nuance qu'il faut toujours se rappeler, c'est marécage et marais. Marécage, c'est une zone naturelle qui est créée par la nature, par les écosystèmes, etc., par les pluies. Le marais est toujours créé par l'homme. Marais salant, marais à poissons, et j'en passe, marais à gambas aujourd'hui, ou à huîtres. Mais c'est toujours effectivement une création de l'homme au départ. Donc on a toujours une vocation économique du marais. Bon, j'aimerais bien les goûter quand même, ces huîtres du Médoc. Ah bah bien sûr, c'est le moment. Bertrand est depuis toujours engagé dans la protection de ces milieux, car depuis plus de 20 ans, il est le président bénévole de l'association Kuruma qui veille sur une grande partie des marais du Médoc. On y va avec ta voiture? Ah bah J'ai jamais vu ça. C'est un outil. Ah ouais, d'accord, ça s'ouvre par l'intérieur. Oui, c'est une semi-pro. Non. Donc ça, c'est une... c'est une voiture d'ostréiculteur du Marais, c'est Voilà, ça? c'est ça. C'est plus de terre que de plastique. Voilà, aucun risque de me salir, tu me rassures. Non, tout va bien. Oh, j'adore. C'est que de la terre. Oh, allez. Et ça démarre en plus. Ça démarre. Ouais. Allez. Alors, deux méthodes d'écaillage, soit par l'arrière, soit pour le côté. Moi, on m'a appris par le côté, donc voilà. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'on coupe le muscle, donc il est propre. Super technique. En même temps, un ostréiculteur qui ne sait pas ouvrir des huîtres, ça serait embêtant. Ça peut arriver. Oh, tu Faut me se mettre l'as à- même préparé. Voilà. Oh, elle est belle, elle est belle. Pas ce que j'ai fait de plus, cher ami. Alors, tu sais, ce que je retrouve, c'est la finesse d'un affinage, en fait, en bassin par rapport aux huîtres de pleine mer. Ah oui, on a des particularités. Il y a vraiment deux points très caractéristiques. C'est que le fait qu'on est dans une eau fermée, on n'a pas d'iode. L'iode est volatile. Donc on a une huître qui va être salée, mais pas iodée. Et or, l'iode est très agressif au palais. Donc une fois que l'iode n'est pas là, on va toutes les odeurs phytoplanctoniques qui arrivent. Alors, on peut appeler ça goût noisette, terre-mer, tout ce que tu veux, mais c'est sûr que ça va laisser la place à d'autres saveurs. C'est vrai que c'est le Médoc qui est réputé aussi pour ses grands espaces naturels. Et finalement, j'ai l'impression à t'entendre que c'est un atout pour ce pays. Ah, je pense que même on est en train de s'en apercevoir, qu'on a conservé des plages non bétonnées, des espaces naturels importants, et qu'aujourd'hui, c'est une force. Et cette force, il faut la préserver, mais non pas la mettre sous cloche. Je ne voudrais pas justement qu'on se dise il faut mettre un carcan là-dessus et ne plus toucher. Eh ben on va te chiner à l'huître. Oui. Hein, et puis longue vie, dans ce cas-là, à l'huître du Médoc. Exactement. C'est assez original La comme tienne. gin. Coquille. Allez, à la tienne, merci pour tout. On sent qu'on prend de la hauteur. Où est-ce que tu m'emmènes, Cyril? Effectivement, là, je t'emmène sur la tour du Galip, qui est l'un des 3 derniers observatoires qui a été créé sur la réserve. Tu vas voir qu'on a une superbe vue sur le marais et tout l'environnement de la réserve. Quel point de vue, c'est spectaculaire et surtout, ça permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble de la réserve. Là, c'est un des endroits où on a le meilleur point de vue sur la réserve, où on observe tous les milieux qui sont présents. On a l'étang qui est juste devant nous, qui va rester en eau toute l'année. Juste derrière, le marais qui va s'assécher au cours de l'été et où vont venir les grues au dortoir. Quel beau bureau, hein, quand même, que tu as. On a souvent l'habitude d'utiliser cette expression. Raconte-moi d'ailleurs comment t'es venu cet intérêt pour la nature au point que tu en fasses ton métier. Moi, j'ai toujours été passionné de nature et du vivant d'une manière générale. Et puis, voilà, ça inspire plein de choses aussi. Hein. Quand on est sur un paysage comme ça, il y a plein d'émotions, plein de choses qui peuvent venir. Donc, c'est un environnement de travail exceptionnel. Est-ce que l'émerveillement, le plaisir que l'on peut prendre à un tel endroit, pour toi, ça a aussi son importance?
C'est une importance primordiale parce qu'effectivement, l'éducation à l'environnement, elle est hyper importante. Mais il y a aussi des gens qui viennent ici tout simplement pour se ressourcer, pas spécialement pour avoir une information particulière, mais juste pour eux, ça peut être une source d'inspiration, de rêverie. Il y a des gens qui viennent ici pour dessiner, faire des croquis de dessins, d'animaux, de paysages. Vraiment, c'est une source d'inspiration très vaste. Merci beaucoup de ce moment que tu nous as fait passer. Je vais m'endormir avec de belles images et puis ce son des grues qui m'a accompagné longtemps. C'était vraiment un très bon moment. Merci à toi. Merci.